Si, à travers le sport, vous apprenez à vous connaître, à expérimenter vos limites, vos possibles, la méthode vous permettra d'être toujours plus disponible, alerte, réactif, ouvert à l'exploration. Il s'agit du livre de Shun Ostoreo, qui n'est autre que ma nouvelle invitée dans l'épisode du podcast Fitness Vibes, qui tient vraiment à faire le lien entre le mouvement et la santé. Alors, comme tu le vois, je vérifie juste à l'instant que tout soit bien placé parce que l'épisode est ultra passionnant. Ultra passionnant. Comme tous les autres, hein, tu me diras. Voilà, j'arrête de parler. Je te laisse écouter. Fitness Vibes, le nouvel épisode du podcast. C'est parti. Bonjour, Chou. Bonjour Béatrice. Comment vas-tu? Très bien, toi? Bon, très bien. Moi, je suis ravie de revenir à l'Agora Gay. Je vais prendre un ticket, je crois. Mais c'est bien. Il y a plein de gens sympas à Agora. Oui. Dont toi qui a sauté en fait positivement sur mon invitation. Parce que j'ai rencontré un panel de thérapeutes, si je peux vous appeler comme ça. Et aujourd'hui, on va parler vraiment d'une méthode que je ne connaissais pas. On est toujours dans le mouvement, faire les liens entre le sport. Et là, on va aussi aborder le sport dans son côté un petit peu sombre. En tout cas, dans la mesure, dans tout ce qui est mesure, dans la pratique, etc. Enfin, vous allez voir, c'est un épisode qui va être passionnant. Shun, bienvenue encore une fois. Merci, contente d'être là. C'est moi aussi. Alors, Shun m'a fait un petit rectificatif qui est quand même important, je trouve, puisqu'on est justement dans des réflexions. On est dans ce Fitness Vibes, on est vraiment à réfléchir autour du mouvement, autour du sport et autour des thérapies du bien-être. Et j'ai dit l'Agora Gay. Et en fait, Agora, effectivement, ça vient du grec et c'est la place où on réfléchit, où on se pose des questions, où on règle les conflits aussi. En Grèce, c'était vraiment un lieu stratégique de la vie sociale et moi, c'est quelque chose qui me passionne, la Grèce. Mais c'est vrai que c'est Agora Gay. Agora Gay, donc je suis à Agora Gay, chez Agora Gay, une place de réflexion et je suis trop contente d'être en ta compagnie. Shun, on a un petit peu parlé en off et je sens qu'on va découvrir plein de choses. J'espère. Ouais. On ouvre le podcast avec la tradition qui est de te demander quelles sont tes 3 valeurs liées au sport ou pas qui dictent et conduisent ta vie. Il y en a beaucoup. 3, ça a été dur de limiter à 3. La principale, c'est l'amour. Je crois que je suis quelqu'un qui aime les gens. Et du coup, pour moi, c'est important. Et je suis quelqu'un d'engagement. Depuis toujours. Que ce soit un engagement sportif ou un engagement social. Je suis quelqu'un d'engagement. Et j'aime le partage. Pour moi, c'est une valeur essentielle. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis là. Ouais, je te remercie. Parce que on parle pas beaucoup d'amour en fait, on a l'impression que c'est très gnangnan, etc. Et que tu le mettes en première valeur, alors que pour moi également, c'est ce dans quoi on baigne finalement, si on va chercher plus loin, ce qui nous permet de toute façon aller toujours plus loin. Donc c'est ça, donc je suis déjà ravie de cette ouverture. Moi, alors là, voilà. Shun, est-ce que tu peux nous expliquer, 1, ton parcours, brièvement, 2, ton lien au sport? Mon parcours, moi je vais commencer par le sport alors, parce que j'ai commencé le sport, j'avais 3 ans. Toutes mes sœurs faisaient de la gym et du coup j'ai commencé la gym. À 10 ans, j'étais déjà au niveau national et malheureusement à l'âge de 14 ans, j'ai eu un très grave accident sur la colonne en gymnastique en championnat de France et on m'a dit il faut arrêter le sport. J'en étais incapable, donc j'ai pas arrêté, j'ai continué, mais du coup effectivement, je souffre aujourd'hui de pathologies et de problèmes liés à des accidents du sport. Bien que j'ai fait plein de sports à relativement haut niveau, parce qu'après j'ai fait du volley et j'ai abîmé une épaule et un genou, j'ai repris un peu de gym et j'ai re-abîmé un genou, donc j'ai eu plusieurs opérations. Et en fait, je vais dire ça comme ça peut choquer parfois, mais je suis maman d'enfants neuroatypiques. Donc mon premier fils autiste, dysphasique, dyslexique, dysorthographique. Et son orthophoniste m'a dit « Shun, je sais que tu es ouverte à plein de choses, il y a peut-être quelque chose qui pourrait aider ton fils, c'est la méthode Feldenkrais. » Et à l'époque, j'habitais à côté d'Annecy et on allait 2 fois par semaine à Genève pour qu'il voie quelqu'un qui pratiquait cette méthode. Et aujourd'hui, mon fils a bientôt 30 ans, il a une vie complètement normale. Et moi, j'ai été bluffée de voir ce qui se passait. Et du coup, à ce moment-là, je me suis blessée l'épaule droite
et je lui ai dit, est-ce que tu crois que tu pourrais me recevoir? Elle pouvait pas. Elle me dit, mais j'ai un ami qui vient passer l'été ici, si tu veux, je te cale des rendez-vous. Et j'ai fait 2 séances individuelles par semaine avec ce monsieur pendant 6 semaines. Et j'ai récupéré l'usage de mon épaule, sans opération. Et il est revenu l'année d'après, donc j'ai refait une séance par semaine pendant 5 semaines avec lui. Et au cours de ces 5 semaines, je lui disais, mais c'est quand même bluffant, il faudrait que tous les sportifs connaissent cette approche, c'est pas possible. Et il me disait, mais c'est compliqué, nous au Canada, on a un programme qui commence à poindre. Des sportifs ont été sortis de leur apprentissage pendant 2 mois. Ils ont plus du tout fait leur sport, entre autres en ski. Et pendant 2 mois, ils ont fait que du Feldenkrais. Et quand ils sont revenus faire du sport, on a pris des chronos et ils étaient meilleurs, alors qu'ils avaient fait 2 mois sans pratique. Et moi, j'étais convaincue de par ce que j'avais vécu avec mon fils, avec moi, du coup. Et il m'a dit, mais tu devrais te former. Et je suis rentrée en formation pendant 4 ans. Et je travaille avec des sportifs depuis 2009. Alors, pas qu'avec des sportifs, parce que moi, je suis issue du corps médical et ça m'a rattrapée. Donc, j'ai aussi des grosses pathologies, des scléroses en plaques, des maladies de Charcot, des AVC, mais des gens aussi qui viennent juste pour améliorer leur conscience d'eux-mêmes en mouvement. Et c'est chouette. Mais c'est vrai que les sportifs, ça reste mon milieu de cœur. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu nous dis. Cette pratique du sport intensive, à haut niveau, qui, alors, nous, on est quand même là pour inciter les gens à rester en mouvement. Et souvent, les personnes qui se mettent pas totalement en mouvement disent non, mais le sport, c'est dangereux. Je vais tout me casser, etc., etc. Est-ce que tu peux nous mettre le curseur là-dedans? Quel est ton curseur à toi? Avec les sportifs de haut niveau, je leur dis continuez. On peut accéder au haut niveau sans se faire mal. Ça rentre par de la prise de conscience du corps en mouvement. Actuellement, je travaille avec les dauphins d'Annecy en natation, où j'y vais toutes les semaines et je les reçois pendant l'entraînement. Donc, je les sors de l'eau, je leur fais une séance individuelle et ils retournent dans l'eau. Parce que pour moi, c'est essentiel de les amener à sentir qu'ils peuvent faire autrement et qu'ils peuvent ne pas se blesser. Parce qu'ils vont apprendre à faire moins d'efforts et à être plus efficaces. En fait, on n'a pas besoin d'aller fort. Et on a besoin de prendre conscience qu'on utilise quelque part les bons groupes musculaires pour faire ce que l'on veut faire. Faire fonctionner agoniste et antagoniste en même temps, c'est confrontant pour une articulation. On l'use les tendons, on use les ligaments, on abîme les muscles et on abîme la structure squelettique. Donc voilà, c'est cette prise de conscience que je leur amène. Et après, les gens qui ne peuvent plus faire de sport, je leur dis mais si, vous pouvez. Parce que le cours collectif Feldenkrais, c'est de la mise en mouvement. Et c'est partir de son propre schéma, de sa propre organisation, sans chercher l'effort, mais à recréer un champ de possible. Et c'est souvent très bluffant parce que en reprenant conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire pour faire, je vais améliorer mon potentiel. Il y a cette notion de pourquoi on fait et pourquoi on se met en mouvement. C'est ça. Voilà, moi ce que je dis aux personnes aussi quand elles arrivent, sachez pourquoi vous faites du sport. C'est pas juste pour le faire et comme tu dis, mettre des groupes musculaires comme ça en mouvement, on sait pas. Et il y a aussi une notion, je pense qu'il faudrait que le grand public s'intéresse vraiment plus à la connaissance de soi. On parle beaucoup de connaissance de soi en matière philosophique, spirituelle en ce moment. Mais on oublie, je pense, une grosse partie qui est ce corps physique, en fait. Tout à fait. Et ils sont pas dissociables, en fait. Bon, je m'installe. Parce que là, on a 3 heures. Voilà. Ça, c'est du pain béni, voilà. Ouais. Mais moi, j'en suis convaincue. En fait, ça a toujours été ma porte d'entrée, le corps vivant. Je suis en mouvement depuis que je suis toute petite. J'ai des sœurs qui sont très philosophes, très même spirituelles. Je le suis aussi. Mais pour moi, tout s'apprend et s'acquiert par l'expérience. Un bébé apprend par l'expérience et par son corps vécu. Il construit son schéma affectif, son schéma intellectuel, par son expérience vécue, par l'échec, la réussite, par la tentative et refaire. Et si on fait toujours la même chose, on a toujours le même résultat. Donc, il est obligé d'apprendre des variations pour pouvoir développer son panel. Voilà. Et effectivement, la vie le restreint. On nous met sur une chaise à l'école, on nous demande de pas bouger. Et c'est bien dommage parce qu'on est fait pour le mouvement et on va mieux quand on est en mouvement. Voilà. Donc le curseur, il va de je peux bouger de façon très minimaliste, mais du moment où je me sens bouger, où je suis en mouvement intérieur, je suis en mouvement dans ma tête, je suis en mouvement dans mes idées et je peux jusqu'à aller jusqu'à où est la limite de moi. Et je peux la dépasser, mais je sais à quel moment je la dépasse, pourquoi, et pas de façon toujours identique.
mais avec des petites variations qui font que, parce que le sportif de haut niveau, hein, souvent la problématique elle est là, c'est que le geste il est répétitif et s'il est fait avec de la contrainte dans le corps, il va user et on va aller à la blessure quasiment de façon certaine, quoi. Oh, d'accord. Bah, écoute, moi, ça me conforte dans mes cours qui changent tout le temps. Voilà. Que les adhérents me disent, mais ils changent tout le temps. Parce que, ben oui, j'avais entendu, moi, au préalable, cette notion de le corps, enfin, comme tout, en fait, hein, comme tu disais si bien, bah, on doit, l'être humain, le corps, il est fait pour s'adapter. Donc, si on le contraint pas à chaque fois un petit peu à quelque chose de différent, il reste dans une zone de confort qui est, et l'inertie. Voilà, moi souvent je dis la mort, quand on dit la mort, on dit un corps inerte, un esprit inerte. Donc l'inertie c'est à bannir et c'est pour ça que la méthode qui a l'air fascinante, elle consiste en quoi exactement? Alors, elle a été créée par Moshe Feldenkrais. Moshe Feldenkrais, il était physicien à la base. Il a un parcours assez atypique, mais je pourrais en parler des heures et je vais pas le faire. Mais il a été le premier à amener le judo en France et il s'est du coup intéressé au mouvement. Et ce qui l'a amené à créer sa méthode, c'est qu'à l'époque, dans les années 50, il s'est blessé à un genou. Il s'est fait les ligaments croisés et à l'époque, les opérations n'étaient pas ce qu'on a maintenant. On lui a dit, vous avez une chance sur deux de récupérer. Il s'est dit, oula, je reste avec ce que j'ai. Et puis il s'est fait mal à l'autre. Et là, il s'est dit, mais c'est bizarre, le premier, finalement, prend le relais. Et il a commencé à s'étudier, sa femme était pédiatre, donc il s'est intéressé au développement de l'enfant, et il a commencé à travailler, à observer, à créer des cours pour remettre en mouvement. Et les gens lui ont dit, mais c'est passionnant. Alors, il savait pas à l'époque qu'il travaillait sur la neuroplasticité, mais c'est exactement ce qu'il était en train de faire, et il a créé plus de 500 leçons. Et du coup, la méthode Feldenkrais, on pourrait dire qu'elle se développe autour de deux axes. Du cours collectif, où on invite les gens à se mettre en mouvement à partir de leur propre schéma. Donc, il n'y a pas de modèle. On regarde pas quelqu'un, faut pas faire comme. On va proposer un mouvement. On va, nous, en tant que praticiens, observer comment les gens le font et on va proposer des variations pour que les gens puissent retrouver du potentiel dans leur mouvement. Voilà, donc il y a de tout, ça peut être sur le dos, ça peut être à plat ventre, ça peut être à quatre pattes, ça peut être sur la tête, ça peut être joué avec, je sais pas, une BD sur le pied et puis bouger dans toutes les directions. Enfin, c'est vraiment très très varié, c'est du mouvement et c'est infini le mouvement. Et en séance individuelle, excuse-moi, oui, c'est infini le mouvement. Mais oui, mais comme l'écriture, comme les mots, on peut écrire une chanson, elle sera jamais comme la précédente, on peut écrire de la musique et c'est les mêmes notes, mais ce sera jamais la précédente. Le mouvement, ben c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose à créer et en soi. Il n'y a pas un modèle. C'est un peu pour ça que moi, j'ai du mal avec certaines approches et méthodes où on cherche à faire le mouvement parfait. Parce que le mouvement parfait qui correspond à un cadre donné, ben, il contraint énormément. Et si la personne n'est pas, a pas lâché ce qu'il faut en elle pour pouvoir faire ce mouvement, elle va le faire avec beaucoup de contraintes. Là, en parlant, je pense aux danseuses classiques, par exemple, mais la gym aussi. Oui, la gym énormément. Je suis encore entraîneur en gym, mais c'est vrai que j'entraîne plus du tout de la même manière aujourd'hui qu'il y a 30 ans en arrière. Mais le biathlon aussi, la façon de porter sa carabine, de toutes ces choses. Et mon regard à moi, quand je travaille avec ces gens-là en individuel, c'est de voir où est la contrainte et qu'est-ce qu'il faut qu'ils lâchent pour que leurs gestes techniques les contraignent moins. Voilà. Et en séance individuelle, je pars de la demande de la personne et je l'amène à prendre conscience de qu'est-ce qui, dans son organisation, peut lui permettre de faire ce qu'elle a à faire de la même manière, mais différemment. C'est paradoxal, mais c'est exactement ça. Comme on disait tout à l'heure, hein, toujours pour... Qu'est-ce que tu penses du fitness, alors? Alors, pour la petite blague, c'est quand j'ai installé mon premier cabinet, j'étais chez Spirit of Fitness à Chambéry. D'accord. Parce que, effectivement, je connaissais les gérants qui étaient des copains et je suis allée là-bas. Et mon cabinet était à l'entrée, mais parfois je traversais, parce que je travaillais avec un préparateur physique qui intervenait avec des particuliers dans la salle, et où moi j'y allais justement pour les observer et pour leur donner des petites indications. Ils faisaient ce que leur disait leur coach, mais moi je donnais le petit truc qu'ils faisaient. Et Philippe, il me disait, mais c'est horrible, quand t'es là, on a 10 fois plus mal. J'ai dit oui, mais parce que tu travailles exactement ce qu'il te demande de faire, t'es pas en train de faire ce qu'il faut pour le faire avec ton propre schéma. Parce qu'en fait, on est toujours en train d'adapter pour faire à partir de qui on est, sauf que parfois on biaise les choses et du coup on les fait un petit peu à côté et on installe quelque chose qu'il faut pas installer. Et pardon, mais beaucoup de coachs n'ont pas ce regard-là et du coup ne peuvent pas entre guillemets corriger ou dire attention, regarde là ta jambe elle est trop sur l'intérieur ou trop sur l'extérieur ou l'appui de ton pied est pas au bon endroit. Ou alors on est formé pour le faire en fonction d'un canevas. C'est ça. Voilà, tout à fait. Et moi,
qui sortent, ils n'aiment pas du tout les canevas et les cases. Voilà, voilà. C'est vrai que moi, je suis une passionnée aussi le Covid aussi m'a fait beaucoup rester à parler microbiote, mouvement, etc., à m'intéresser à ça et à me dire, mais si, dans la logique, nous sommes tous différents et uniques, on peut pas avoir le même mouvement. Mais c'est, alors vraiment, à 200%, on est bien d'accord, c'est exactement ça. Et là, voilà. J'en peux. Parce que c'est formidable d'avoir en plus des professionnels, puisque toi, vu ton cursus, au niveau, etc., tu sais forcément de quoi tu parles. Et ça, moi, c'est... Mais c'est pas facile à faire passer. Pas du tout. Et c'est pour ça que, excuse-moi, que j'ai, avec ma petite prétention, je veux faire ce podcast et avoir ces épisodes-là, que ceux qui puissent entendre, en tout cas, ça puisse ouvrir certaines oreilles. Voilà, je te laisse. Mais c'est, en fait, pour finir avec le fitness, c'est vrai que du coup, j'ai envie de dire, je suis à la fois pour et je suis à la fois contre. Parce que je suis pour dans le fait que je pense que tout le monde peut rester en mouvement. Et bon, il se trouve que dans ma pathologie, je repasse un moment là où je vais pas bien et où du coup, je dois faire du renforcement musculaire parce que j'ai le genou droit qui est en train de subluxer, j'ai le péroné qui sort de sa loge. J'ai pas le choix, il faut refaire du muscle pour que le tonus musculaire reste assez élevé pour pas que ça lâche. Voilà. Et donc ça, j'en vois. Mais je vais chez le kiné et hier, j'ai fait une demi-heure et il m'a laissé faire parce qu'on se connaît bien. Et je lui disais, mais je suis toujours en train de faire quelque chose pour éviter d'avoir mal, mais du coup, je travaille pas correctement. Et du coup, moi, je prends le temps de m'arrêter. Alors, je suis aussi fascia, donc je me fais de la fascia pour pouvoir faire rentrer les choses dans le bon sens et que ça travaille comme il doit pour que mon articulation tienne. Mais je prends bien plus de temps que les autres, du coup, pour que ce soit ajusté aux besoins et pas juste j'ai fait de la muscu pour de la muscu. Donc oui, on a besoin du coach sportif, on a besoin du fitness, mais dans la mesure où il est bien accompagné, parce que quand j'étais justement dans cette salle de fitness, je traversais et je voyais entre autres les cours de pilates et je les regardais. Et sur 30 qui étaient là, il y en avait peut-être 2 qui se faisaient du bien. Tous les autres étaient en train de faire travailler des grosses musculaires qui n'étaient pas adaptées à leur endroit où ils en étaient. Et ça, voilà. Ouais. Et je les voyais arriver au cabinet derrière mais ça me faisait pas plaisir. Voilà. Moi, je suis pour l'autonomie, je suis pour que les gens prennent conscience, s'éduquent. Voilà. Il y a un petit mot là-haut qui dit l'indispensable est fait, l'urgent est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. C'est pas pour rien, c'est que je fais pas de miracle, mais j'amène cette prise de conscience et dire, mais vous êtes responsable de ce que vous faites avec vous. Ne cherchez pas à faire comme le prof. Faites ce qu'il faut pour pouvoir vous aller mieux avec là où vous êtes. Voilà. Il est là le miracle alors, la prise de conscience. Oui, c'est ça. Alors voilà, ouais. Oui, c'est peut-être ça. Le temps aussi, ce que j'aime dans la phrase, c'est le délai. Oui. Laissons-nous du temps. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que ce sentiment-là, il faut que ça, déjà, faire comprendre aux gens qu'on fait pas du sport juste pour perdre du poids. Et d'ailleurs, on fait, pour moi, pas du sport pour perdre du poids. C'est là qu'on commence à d'ailleurs, faire n'importe quoi. On sait plus pourquoi. Et cette conscientisation de je prends mon temps, en fait. Il pourrait même avoir une mauvaise surprise, c'est que le muscle pèse plus lourd que la graisse. En plus. En plus. Donc, ils pourraient affiner leur silhouette et en prenant du poids. Non, ça... Donc, le bon moteur, c'est pas affiner sa silhouette, peut-être. Mais perdre du poids, pourquoi? Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une dissociation chez la plupart des gens, des fois, parce que l'objectif, c'est de se sentir bien, de se sentir tonique, etc. Mais non, on focus sur un poids, on focus sur un chiffre, on focus... Bon. Donc ça, déjà, c'est un première barrière à l'entrée, je trouve, qui est énorme. Et puis, comme tu dis, faire comprendre que tout ça est relié ensemble. Non, c'est vraiment passionnant. Vraiment, je vous remercie. De rien, de rien. Ouais, mais c'est même, tu vois, ça recharge, en fait, même en tant que coach. Et c'est vrai que je pense aussi que, voilà, on sensibilise peut-être pas assez les coachs à ça non plus. On les éduque pas. On les éduque pas. Et voilà, je rebondis sur éduquer. Tu m'as dit tout à l'heure, je sors du monde médical. Je ne veux pas des patients, je veux des personnes qui apprennent. Oui. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Et aussi sur les fascias, que tu puisses. Moi, je veux des apprenants, ouais. Je veux pas des personnes qui attendent que je fasse quelque chose pour eux. Je veux des personnes qui viennent en ayant une demande, mais très souvent, dans leur demande, il y a déjà la réponse. Et quelque part, je suis juste là pour être leur révélateur de
La réponse est dans la question, mais comment tu y accèdes? Tu sais pas comment y accéder. Et c'est très spécial parce qu'en séance individuelle, là, sur cette table, j'ai des gens qui s'installent, qui viennent avec une problématique et où moi, je vais aller les toucher et mettre en mouvement autre chose. Alors parfois, j'en ai qui me disent, mais en fait, tu me touches la cheville, mais je t'ai parlé de mon dos. Moi, je continue, je dis, t'inquiète, occupe sans ton dos, sans ce qui se passe dans ton dos, mais tu peux aller visiter ailleurs ce qui se passe dans le mouvement. Et la problématique du dos disparaît. Et puis ils reviennent, ils me disent, mais c'est bizarre, t'as touché à ma cheville, mais j'avais pas plus mal à ma cheville. Ah, plus mal à ta cheville? Oui, mais j'ai eu une entorse il y a 30 ans. Mais c'était guéri. C'était peut-être pas guéri comme il se doit. T'avais peut-être mis en place un schéma qui fait que t'avais plus mal. Et effectivement, on se dit, c'est fini. Mais dans le fonctionnement, je vais dire, somatologique, dans la logique du corps vivant, c'était pas complètement approprié. Et souvent, en fait, en Feldenkrais, on va enlever l'arbre qui cache la forêt. La personne va dire, ouais, j'ai plus mon problème, mais elle va découvrir que derrière, il y a une forêt. Et si elle y a trouvé son intérêt, si elle est devenue apprenante, elle va avoir envie d'aller voir chacun des arbres. Donc, elle commence un apprentissage dans la connaissance de soi à partir du mouvement, à partir de sa capacité à faire et à sentir ce qu'elle fait pour faire. Et du coup, ben, elle reste généralement. Moi, chez Feldenkrais, il avait une petite phrase qui est écrite là-bas dans mon cabinet. Il disait, mon travail, je donne aux gens de sentir ce qu'ils sentiraient s'ils pouvaient faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà. Et ça, une fois qu'on a commencé à sentir, ah, mais je peux faire ça, mais je croyais que je pouvais pas le faire. Eh ben, je vais pouvoir commencer à construire un schéma. Et si je suis un peu curieux et si je m'émerveille de ce potentiel en moi, eh ben, j'ai jamais fini d'apprendre et j'ai jamais fini de, voilà. Et c'est vrai que dans ma pratique, tu me parlais du fascia. En fait, mon mari était entraîneur encore, donc j'ai commencé à travailler avec ces nageurs et à les accompagner en compétition. Et quand par hasard en compétition, tout à coup, il y avait une douleur, une blessure, ils venaient me voir et mon travail, c'est le mouvement. Et je me disais, remettre du mouvement, il y a peut-être quelque chose sous-jacent. Est-ce que je prends pas le risque qu'ils aillent en faire trop et qu'ils se blessent plus? Du coup, j'ai cherché une approche, je me disais, je vais pas recommencer une formation en ostéo complète. Et j'ai rencontré la méthode Niromaté, qui est une méthode, on va dire, d'ostéopathie, de réflexologie tissulaire. Et je me suis formée pour avoir un geste technique qui me permette de répondre à ça avant de remettre du mouvement. Et puis, ça allait quand même un peu assez loin. Et là, j'ai continué. Je me suis intéressée au fascia. Alors, je m'y intéressais déjà, mais pas de cette manière-là. Fascia, tu peux nous rappeler pour... Alors, le fascia, c'est le tissu conjonctif qui englobe tout dans le corps humain. Voilà. Okay. Chaque cellule, chaque groupe musculaire entouré de fascia, chaque muscle est entouré de fascia, chaque viscère a un fascia interne et externe, chaque groupe de viscères est entouré de fascia. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Et on en parle de plus en plus. Un peu plus, mais c'est vrai que déjà le muscle pour grand public, c'est... Ouais. Bah, c'est rigolo parce que moi, donc, je suis dans le corps médical depuis mes 15 ans, 16 ans, je me suis toujours intéressée à ça. J'ai fait beaucoup de dissections. Et quand on faisait des dissections, par exemple, la dissection du cerveau, on nous amenait un cerveau tout blanc, tout lisse, tout joli. Et quand j'ai repris fascia, eh ben, on m'a amené un cerveau avec le fascia dessus, et là, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? Et effectivement, à l'époque, le fascia, on considérait que c'était une petite peau inutile. Aujourd'hui, on sait que c'est un tissu continu, qui est loin d'être inutile. Et je me suis passionnée, alors, sur ça, parce que, en fait, c'est cette prise de conscience que vraiment tout est relié dans le corps. Et tout communique. Et tout est en tenségrité, et que quand on déséquilibre à un endroit, on déséquilibre forcément à un autre. C'est un univers, hein. C'est ça. Mais c'est passionnant. Le fascia est passionnant, et c'est du mouvement, et c'est le mouvement interne sans grand déplacement dans l'espace. Et du coup, pour moi, c'est complètement complémentaire de Feldenkrais, où je mets du mouvement dans l'espace, et où parfois j'avais du mouvement dans l'espace qui passait, puis je chantais une limite. Comme si un vêtement est coincé et puis on est obligé de soulever pour aller décoincer. Je me disais, mais ça, finalement, avec Feldenkrais, je sais pas toujours faire. Et en fait, là, tout à coup, dans le toucher, se rendre compte que je peux libérer ce mouvement. En fait, c'est un tissu élastique qui s'étire à peu près de 70% de sa surface et il fait des nœuds. Comme un tissu, hein. C'est parfois les fibres, quand on tire un fil dans un pull, eh ben, ça fait un gros nœud. On est obligé de remettre de l'élasticité. On fait ça avec cette thérapie manuelle. Et du coup, le mouvement dans l'espace repasse beaucoup mieux. Donc, pour moi, c'est très complémentaire. Wow. Aujourd'hui, quand j'ai des gens en individuel, je leur dis, vous allez sentir certainement des touchés très différents. Un toucher où je vais chercher la charge calcique de l'os, qui me permet de pousser, qui me permet d'organiser le mouvement, ou un toucher qui passe à travers les tissus, où là, les gens s'arrêtent parce que ça passe à travers. On a l'impression que l'os devient malléable. Mais c'est assez, voilà. C'est impressionnant. Voilà. Mais je te ferai goûter si tu veux. C'est quelque chose de très chouette.
C'est impressionnant. Bah, ce que j'aime aussi dans ce que tu dis et ce que j'entends en fond, hein, c'est t'es formé, tu t'arrêtes pas à ça. Non. Chaque patient ou chaque expérience peut t'emmener à vouloir découvrir autre chose, aller plus loin. Donc là, on est vraiment, bah, pour le coup, dans l'amour. Ah oui. Oui, On oui. est dans bah là, c'est, parce que quand on aime et quand on veut presque protéger l'autre, eh ben, on va chercher encore, on s'arrête pas sur les acquis. Et juste pour faire la parenthèse, je te laisserai rebondir dessus. Hier, je suis tombée sur un post qui parlait des différents diplômes, etc. Qu'est-ce que tu fais de ta base, en fait? C'est ça, tu peux avoir les couleurs primaires et faire un super tableau. Et malgré ton niveau, toi, de formation, bah, t'arrives encore à dire, bah, ça, là, j'arrive pas avec cette méthode. Et ça, c'est hyper intéressant. Et l'humilité qu'il y a derrière tout ça, moi, ça là, je suis scotchée, ouais, vraiment. Bah, moi, c'est que du plaisir, en fait. Je pense que, effectivement, l'amour est au centre de ma vie. Et ça, pour moi, c'est évident. Et, mon mari me dit parfois, mais est-ce qu'un jour tu as arrêté de faire des formations? Et je lui dis, j'espère que non, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et j'espère que chaque pas et que chaque curiosité, chaque émerveillement m'amène vers autre chose pour prendre en charge l'être. Voilà, parce que je prends pas en charge ni une pathologie, ni une problématique, ni un désir. Voilà, et j'aime beaucoup cette image de dire, quand je vois quelqu'un, je vois un être en devenir. Voilà, je veux pas l'être tel qu'il est et tel qu'il a été. Je prends tout le paquet et je dis, mais voilà, comment tu peux t'épanouir et fleurir et te développer. Enfin, tu vois, s'il y a un arbre en fresque dans ma salle, c'est pas pour rien. C'est que voilà, on s'enracine pour pouvoir pousser, pour pouvoir donner du fruit et ça, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment très important. Mais j'ai fait d'autres formations qui sont des outils. En fait, moi souvent, je dis les formations que je fais, c'est des flèches dans mon carquois, c'est des outils qui me permettent d'approfondir, mais je tiens à mon identité Feldenkrais parce que notre identité Feldenkrais, c'est de l'apprentissage et c'est de l'autonomie. Et ça, j'y tiens. Je me bats presque avec parce que j'ai des amis qui font faire du pilates, qui font faire du yoga, et il y a trop ce modèle et on fait cet exercice et c'est comme ça. Et moi, j'ai besoin de la diversité, j'ai besoin quand j'enseigne. J'ai des élèves qui me disent, ah, mais tu fais le même cours toute la semaine? Je les regarde, je fais le même thème. Voilà. Parce que mon cours, il se nourrit de la couleur du cours, de l'instant, du mouvement des personnes, de l'énergie, de ce qui se passe, de tout ça. Donc, ça se colore différemment. Et ce qui est magique, c'est que je commence avec la diversité et éclot au fur et à mesure de la leçon ce qui est commun à l'être humain. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Ah, c'est formidable. Voilà. Ah ouais, franchement, c'est voilà. Donc vous saurez pourquoi les personnes qui me disent mais tu fais jamais le même cours. Bon bah, c'est bon, j'ai raison. En toute humilité. Oui, non, mais je sais. Non, mais tu vois ce que tu dis, excuse-moi. Non. Ce truc de se nourrir de l'espace au moment où on arrive et parce que souvent je dis aux élèves, mais c'est vous qui m'inspirez le prochain exercice. Quand je vois que vous y arrivez, quand je vois que alors, moi, la limite du fitness, c'est ce collectif trop nombreux. Oui, alors complètement. Moi, je le refuse. Moi, tu vois, très souvent, j'enseigne ici. À 8, déjà, on est nombreux. Mais des cours à 30, ça m'intéresse pas parce que on est noyé dans la masse. Tu vas voir un petit peu quelque chose. Bien sûr que ça va nourrir les autres, mais pas de la même manière. Donc, moi, je veux pas. Personnellement, j'en veux pas. J'en veux pas aux gens qui le font. Moi, je regarde pas mon portefeuille. Voilà, j'ai un cours gratuit tous les mois, par exemple, et les gens comprennent pas. Les gens me disent, mais comment tu fais? J'ai dit, mais c'est pas une question de comment je fais. C'est une question que ça doit être accessible à tout le monde. Et parce que ça doit être accessible à tout le monde, je dois le faire. Voilà. Donc voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Le petit groupe est bien plus pertinent. Ça nous demande peut-être de faire plus d'heures, d'avoir plus de diversité. Mais pour moi, c'est plus pertinent que ça. Après, ça ne veut pas dire que les grands groupes, les gens, ils vont pas y trouver un intérêt et que certains vont pas s'y retrouver. Mais on a aussi le risque qu'il y en ait qui se fassent mal. En fait, en Feldenkrais, peut-être pas, parce que normalement, si on sait les guider dans la lenteur, dans faire peu, dans s'arrêter quand ils le veulent, normalement, on ne devrait pas avoir de blessés ou de gens qui font
quelque chose qui peut aller contre ce dont ils ont besoin. Mais la méthode impose forcément du coup le petit groupe. Bon, j'ai des collègues qui enseignent là actuellement. Il y a Feldenkrais Éducation, qui est une école qui forme des praticiens Feldenkrais, qui fait 12 semaines avec des conférences le week-end et des leçons gratuites, tous les soirs à 18h30 en français. Je donne une conférence le 1er mars à Bruxelles avec eux sur Feldenkrais pour les sportifs. Et derrière, j'enseigne. Et là, en visio, hier encore, on était plus de 300. Voilà. Et on est très nombreux. Moi, j'allume pas ma caméra, à avoir la caméra qui est coupée. Et du coup, l'enseignant ne voit pas ce que les gens font. Il n'en voit, je sais pas, peut-être une petite cinquantaine sur les 300 personnes qui sont là. Mais en Feldenkrais, on prend pas trop gros risques. En fitness, je trouve qu'il y a quand même des choses où le risque, il est réel et où il y a une vraie vigilance à avoir. Après, c'est des certitudes personnelles. Ouais, c'est des certitudes que je partage, dans le sens aussi où le fitness, c'est aussi beaucoup... par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où toi, tu te concentres sur l'être en devenir, etc. On a quand même moins cette notion-là parce que c'est quelque chose, c'est un métier quand même très dans l'ego. Oui. Où voilà. Ouais. Donc, et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu difficile à faire passer. Je le dis à chaque fois, c'est pas pour faire la pleureuse, mais aller chercher au-delà de ce spectacle, en fait. Faire tomber le paraître pour laisser émerger l'être. Voilà. Mais je pouvais pas le dire mieux, tu vois. Oui, mais c'est, je pense, ce qui a dévoyé ça. Quand on a commencé à créer les salles de fitness, c'est que ça, je vais pas remonter dans les années 80 et tout ce qui s'est passé, mais on a voulu faire comme les stars, on a voulu faire comme, et on est passé sur l'image plutôt que sur quelque chose de dire mais quel est mon besoin. Et c'est très dommage, c'est très dommage. Mais j'ai envie de dire, j'ai écrit un livre qui est sorti il y a 1 an maintenant, pile poil. On mettra toutes les coordonnées. Voilà. Et dans ce livre, ce qui fait que pour moi, sa limite, elle est là. Sa limite, elle est que c'est personnel. Les gens qui lisent ou les gens qui viennent me voir, s'ils rentrent dans une démarche personnelle et intime de qu'est-ce que je fais pour moi, quel est mon besoin pour moi, c'est complètement différent que je fais pour performer, pour être vu, pour avoir une médaille, pour voilà. Je me sens même la restreinte à te parler et à te donner un témoignage parce que je me dis s'il le voit, il va râler. J'ai travaillé avec Bassam Aouen, qui est champion du monde d'escalade de vitesse, qui était au JO il y a 4 ans et qui s'est blessé au JO. Et je l'ai recontacté tout de suite en lui disant mais Bassa, tu comprends que maintenant il va falloir faire quelque chose de différent. Et sa réaction, ça a été de me dire oui, je vais aller voir le chirurgien, on va opérer, dans 3 mois je suis de retour. Et alors que moi, j'ai travaillé avec lui quand il était à Voiron et j'ai essayé de le faire travailler dans la lenteur alors que c'est un grimpeur de vitesse. Et sa relation à moi, c'était ok, tu m'es utile tant que tu me permets d'aller performer plus, tant que tu me permets de faire plus, du moment où j'ai commencé à avoir un travail avec lui plus introspectif, à lui dire mais regarde, si tu changes ça, tu vas pouvoir changer ça, et tu vas pouvoir changer ça. Ça a été compliqué pour lui. Alors j'ai des sportifs qui les poussent complètement. Johan Endoy Brouard qui était au JO là, lui qui est médaillé olympique, il est revenu me voir là il y a pas longtemps de façon très pointue à me dire mais j'ai quelque chose là dans mes dorsales, je sens que c'est pas adapté, il faut que je te vois en séance. Et ça me plaît parce que c'est sur lui et c'est pour être mieux dans son propre mouvement. Oui, ça va améliorer sa nage, ça va lui permettre de performer, mais c'est son intérêt à la compréhension du mouvement mais c'est 2 plans différents. C'est vraiment 2 plans différents. Voilà, mais moi je suis fascinée par le deuxième exemple parce que on devrait tous, que ce soit de haut niveau, que ce soit, comme tu disais, comprendre ce potentiel, qui est de toute façon inné. En fait, on est fait pour ça et pour tout mettre en mouvement, comme tu disais tout à l'heure. Et ton approche, je pense que je vais me renseigner pour la formation, ça m'intéresse. Ah bah vas-y. Mais c'est vrai que c'est passionnant en fait. Oui. Et c'est là que les gens doivent se rendre compte que en eux, ils ont déjà la matière d'être passionnés par quelque chose, ne serait-ce qu'être. C'est passionnant en fait. Tout à fait. Donc voilà, et c'est pour ça que humblement avec le Fitness Vibes, que j'ai hésité d'ailleurs à renommer la dernière fois quand j'ai vu Florence, je me suis dit là je vais avoir tout un panel de thérapeutes.
Et finalement, pour l'instant, je vais le laisser comme ça parce que je reste dans cette conviction que on peut faire comprendre aux gens du grand public autre chose, même si c'est un peu difficile et même si tout le monde n'est pas réceptif. Mais c'est pas grave. Tu toucheras les gens qui sont réceptifs ou ceux qui se posent la question et qui vont pencher du bon côté quelque part. Non, mais c'est ça, je veux dire, soit ça va les alimenter et leur dire, ah, mais en fait, je voulais faire du fitness et c'est ça que je cherche. Donc, c'est pas partout. Moi, tu sais, quelque chose qui m'interroge tout le temps, c'est de voir les personnes aller voir des, entre guillemets, thérapeutes ou des accompagnants ou des, sans se renseigner sur qui ils sont avant. Moi, je dis aux gens, mais vous ne posez pas la question de la formation. On voit tellement éclore aujourd'hui des formations en un week-end, en 2 jours. Mais je dis, mais vous vous mettez dans les mains et vous accordez votre confiance à des personnes où vous ne savez rien. Même moi, aujourd'hui, j'appelle un ostéo, je connais l'ostéopathie par cœur et je lui demande, mais quelle technique d'ostéopathie vous utilisez? Et quand je leur pose des questions, les ostéos, ils sont mal à l'aise parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Alors que non, très clairement, je n'irai pas voir un ostéo qui fait du trust. Je n'irai pas voir un ostéo qui, voilà, qui fait une approche, voilà, exactement. Effectivement, quelqu'un qui ferait du crânio-sacré, je lui dirais, ok, vas-y, travaille sur moi. Mais j'irai pas voir quelqu'un qui fait du reiki, ça ne me correspond pas. J'irai pas voir, mais parce que j'ai appris à sentir qu'est-ce qui moi me correspond. Voilà. Et ça, c'est la première autonomie que je dis aux gens. Mais ah bon, tu vas voir un tel, pourquoi? Ou tu vas voir un chirurgien, est-ce que tu es allé en voir d'autres? N'accorde pas ta confiance de prime abord, va en voir d'autres, va prendre d'autres avis. Et si après avoir pris plusieurs avis, tu sais pas trop, trouve quelqu'un de confiance qui te connaît et qui connaît peut-être ces personnes et qui va dire, bah cette personne, oui, pourquoi pas. Mais ouais, moi c'est cette prise d'autonomie et de prise de pouvoir sur sa propre vie. Voilà. Mais moi, c'est des choses qui m'habitent. Ouais, ça sent en plus et tu le transmets tellement. Et puis bon, bah, c'est sûr que là, tu prêches vraiment, t'es en terrain conquis, mais c'est vrai que ce premier pouvoir, il est là, en fait, quoi. On a ce pouvoir-là, et on va le chercher vraiment dans des grandes choses. Enfin, on est vraiment en ce moment dans des discours, bah oui, certes très motivationnels, qui vont vite, etc., mais le vrai pouvoir, il est de se poser déjà des questions sur soi. C'est ça. Et d'aller, d'enquêter. C'est ça. Mais pour ça, faut prendre du temps. C'est ça. Et les gens ont plus envie de prendre, enfin, ben oui. J'aime pas parler toujours les gens, mais c'est vrai qu'on constate que prendre son temps, et c'est pour soi. C'est la société du zapping. Tout va vite et on va très très vite, on se lasse très très vite aussi et c'est très dommage. Quand tout à l'heure je te disais ma valeur c'est l'engagement, je suis quelqu'un d'engagement. Quand je suis engagée dans quelque chose, je vais à fond et tant que j'en ai pas fait le tour, je continue et je reste en lien de loin pour observer ce qui se passe dans cette communauté-là ou dans cet endroit-là, parce que c'est comme ça que ça évolue et il faut rester. C'est un positionnement. Oui, clairement. Voilà, c'est un positionnement. Et en plus de ça, qui donne confiance et qui nous recharge en fait d'être engagé. Donc je comprends totalement. Ouais. Donc alors là, je pourrais rester vraiment. Je pense que je vais me mettre en tailleur. Je vais rester toute l'après-midi. Non, parce que c'est super. C'est super inspirant, vraiment. Donc, tu as dit que tu avais écrit un livre. Comment on écrit un livre sur tout ça, sur toutes ces connaissances, sur toutes ces compétences comme ça? Bah, tu le liras, et puis tu verras. Vraiment, ça a été les rencontres. Ça a vraiment été les rencontres de gens qui m'ont posé des questions, où j'ai répondu par mail, où je me suis dit, je vais garder là un petit peu. Et puis, la rencontre avec une amie qui accompagne des auteurs, à qui j'ai fait lire ce que j'avais écrit, qui me l'a organisé. J'ai envie de dire, elle a refait le sommaire. Elle m'a redit, mais cible bien à qui tu parles. Elle m'a beaucoup aidé à structurer les choses. Et puis, j'ai fini par prendre une semaine. J'ai demandé à une amie de venir avec moi. On est parti dans un gîte. Elle a géré tout, l'intendance, mes repas, tout, les relectures. Je l'ai un peu incendié parfois parce que dans les relectures, elle me disait, je te comprends pas et ça me poussait dans mes retranchements. Mais ça a été une aventure passionnante et ça le reste encore, une aventure passionnante. Mais ça n'a pas été simple parce que en fait, une fois qu'on écrit les choses, c'est comme si c'était figé dans le marbre. Alors que moi, je suis tout le temps en évolution. Bah, mouvement. C'est ça. Donc, c'est vrai que, bon, quand je le relis, ou l'autre jour, j'ai quelqu'un qui regardait une de mes conférences et je me suis posée devant et puis j'écoutais, j'étais là. Oh, c'est passionnant. Puis d'un coup, j'ai dit, waouh, Choune, c'est toi que t'es en train de regarder, c'est grave. La confiance, on a dit le mouvement, ça met en confiance. Mais c'était très rigolo. Je me sentais tout à coup très extérieure. C'était effectivement moi, ou même dans mon livre que je lis, je me dis, waouh, c'est passionnant. Et je me dis, mais ça me passionne encore.
C'est génial. Ça me passionne encore, donc c'est voilà, c'est que c'est du mouvement, c'est que c'est là et que ça m'anime. Mais c'est un effet un peu dissociatif, un peu de dire waouh, en fait c'est moi qui parle. Est-ce qu'il ne le faut pas finalement un peu cet effet dissociatif dans la vie, se prendre ce fameux recul. Et puis se regarder, se parler. Moi je dis beaucoup aux gens, mais parlez-vous. Vous n'êtes pas fous. Parlez-vous, vous êtes tout seul chez vous, vous parlez à votre âme, parlez à votre cœur. Des fois, c'est plus facile de se parler à haute voix, enfin moi, personnellement, et de se dire, voilà, où est-ce qu'on avance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que, hein, c'est vrai que moi, j'ai pas trop de mal avec ça. Bah, il faut pas que ça soit non plus, ça en devienne de la schizophrénie, forcément, mais ce petit recul qu'on a sur soi, ce pas de côté. Et aussi, bah voilà, ce que j'ai écrit, ça sonne, ça résonne encore en moi. Tout à fait. Et ce que j'entends aussi beaucoup, l'importance des interactions. Oui, complètement. Les rencontres enrichissent de toute façon. Moi, j'ai envie de dire, je serais jamais riche financièrement parlant parce que je pense que je suis spontanément trop généreuse et puis j'ai beaucoup de mal. Je pense que je peux gagner de l'argent. C'est pas du tout ça le problème. J'ai beaucoup de mal avec ce monde qui veut toujours gagner plus. Parce que toujours vouloir gagner plus, eh ben, il y en a qui s'enrichissent, financièrement parlant, mais qui se nourrissent pas de ces interactions et de l'apprentissage. Ils s'arrêtent et ils remplissent le porte-monnaie. Moi, je préfère remplir mon expérience de rencontres et de personnes que mon porte-monnaie. Donc, c'est vrai que j'offre facilement de mon temps. Là, je pars au Canada, je leur fais pas payer le voyage parce que j'y vais aussi pour voir un ami. Et j'ai plein de gens qui me disent, mais c'est pas normal, ils devraient payer ton voyage. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi ils devraient? Pour moi, non, il y a une espèce de demi-mesure de dire, mais en fait, c'est pas ça qui est important pour moi. J'ai besoin d'argent pour vivre. J'ai pas besoin de devenir riche pour vivre. Et je préfère pouvoir dire, bah écoutez, là j'ai ma journée et je travaille pas. Et j'admire la nature, voilà. Et puis tant pis, à la fin du mois, il y a peut-être un peu moins d'argent, mais j'ai vécu plutôt que de courir toujours à gagner plus et en ayant moins de temps pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, mais c'est à moi, je peux pas en vouloir aux gens. Je me dis juste que peut-être que dans leur devenir, ils n'ont pas encore rencontré la vraie richesse. Voilà. 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 Bon, et ben voilà, je vais te laisser. Merci beaucoup. Je finis juste. Si t'étais vraiment, tu peux plus. Alors, si, vas-y, dis, mais. Si t'étais un sport, si t'étais un sport cardio, tu serais. Bonne question. J'ai beaucoup réfléchi parce que tu me l'avais dit en amont. J'en sais rien. J'en sais rien. De toute façon, c'est dans ta logique d'être et de t'écouter toujours. Ok. Pilates ou yoga, juste les dernières. Peut-être plus pilates que yoga, mais ça, c'est plus propre à moi. D'accord. Et si tu pouvais donner juste un dernier mot de fin? Eh ben, écoutez-vous au bon sens du terme. Voilà. Pas s'écouter pour s'arrêter, mais s'écouter pour faire mieux. Merci. De rien, Béatrice. Pour ta disponibilité. Cet épisode est encore passionnant. On se dit au prochain. Et vraiment, nourrissez-vous de tous ces apports-là parce que ça sert vraiment beaucoup. Je suis vraiment honorée de tomber sur des personnes qui m'enrichissent comme ça aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, Béatrice. Je te laisse avec toi. Oui, c'est ça. Merci. Au revoir.